Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie, Florence Sueur au micro et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, toujours bien sûr en direct sur bardeléconomie.fr, le player son, un simple clic et vous nous entendez partout dans votre poche, sur votre ordinateur ou sur votre tablette et puis aussi en vidéo live via Facebook. Alors aujourd'hui, nous allons faire le point sur la situation globale en Val d'Oise, sur les projets d'investissement, bien sûr, le plan de relance, grâce à mes invités du jour. Et puis, nous allons parler réseau. Et pour cela, j'accueille tout de suite Catherine Torchy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée départementale des clubs d'affaires Protéines, Paris et Val d'Oise. C'est un nouveau réseau, si je puis dire, d'entrepreneurs qui vous rejoint. Donc, on verra avec vous comment ça se passe, pourquoi, combien ça coûte pour adhérer, est-ce que ce sont des adhésions annuelles et puis quelle importance d'être en réseau, bien sûr. Et puis, à vos côtés, Jean-François Benon, le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Et ensemble, nous évoquerons donc la situation économique globale en Val d'Oise, la situation du transport aérien et les inquiétudes sur le pôle de Roissy, les projets d'investissement industriel soutenus par les plans de relance de l'État et de la région, le soutien bien sûr du CEVO aux actions pour la recherche de mécénat par les institutions culturelles. Voilà un petit peu, mais tout de suite, voilà un petit peu notre déroulé d'aujourd'hui. Et puis ensuite, vers 10h, on rejoindra pour un grand entretien Pascal Boniface qui reçoit aujourd'hui Pierre Conessa pour son livre qui s'appelle « Avec Dieu, on ne discute pas ». Mais tout de suite, on va lancer la chronique santé, on est jeudi, donc tout de suite. 2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le thé. Je suis avec le professeur Gilbert Deray. Vous êtes auteur de Choisissez votre destin génétique. En quoi le thé va modifier mon destin génétique? Expliquez-moi ça. Eh bien, parce que le thé, et c'est surtout le thé vert, parce qu'il n'a pas été oxydé comme le thé noir, donc il garde quelque chose qu'on appelle les catéchines. Retenez ce mot. Les catéchines, il y en a 4. Elles sont exceptionnellement efficaces sur votre santé, parce qu'elles vont aussi, elles, moduler votre état génétique. Et quand vous buvez du thé vert, et je vous conseille d'en boire entre 3 et 5 tasses par jour, vous allez avoir, par le biais de l'épigénétique, des effets favorables, là encore, sur l'expression du cancer, l'Alzheimer, l'infarctus du myocarde. Donc oui, il est absolument essentiel que dans notre alimentation, dans votre alimentation, vous buviez 3 à 5 tasses de thé vert par jour. Attention, pas trop chaud, pas plus de 10 par jour et pas trop chaud. Pas trop chaud parce que la chaleur importante sur l'œsophage, c'est l'augmentation du risque de cancer de l'œsophage. Donc ça se bat à une température modérée, entre 50 et 60 degrés. Jamais plus de 10 tasses par jour. Ça aussi, c'est tout à fait déconseillé sur le plan de la santé. Le thé vert doit faire partie de notre quotidien alimentaire pour la santé. Alors pourtant, lui, il n'est pas intégré dans le régime méditerranéen? Non, il ne l'est pas. C'est tout l'intérêt d'avoir une vision qui est plus large que ça. Qui est plus globale. D'avoir une vision un peu du monde et d'aller prendre ailleurs ce qui est bon, comme le thé vert. D'accord. Alors par contre, il faut être bien clair avec les gens qui nous regardent. On ne va pas soigner le cancer avec le thé vert. Absolument. Le thé vert, on en prend, c'est des chances en plus de ne pas déclarer certaines maladies, mais ça ne soigne pas. Alors ce que vous dites, ça vaut d'ailleurs pour un ensemble. La vie, ce n'est pas une mesure. C'est emparez-vous de l'ensemble de ce que je propose, l'activité physique, le régime méditerranéen et le thé. Et c'est en faisant cet ensemble que vous allez diminuer votre risque médical. Maintenant, que font les scientifiques en ce moment? Ils cherchent à extraire les catéchines pour en faire des médicaments. Je ne suis pas en train de vous dire que le thé vert, ça va guérir le cancer, mais peut-être qu'on trouvera des médicaments à partir du thé vert. Voilà, écoutez, buvez du thé vert à notre santé et surtout à votre santé. Voilà, c'était donc la chronique santé de Jean-Claude Durousseau, merci à lui, sur le thé et la santé, et notamment le thé vert. Alors vous pourrez bien sûr réécouter cette émission dès cet après-midi sur notre plateforme et sur YouTube. Les infos du jour, tout de suite, je vous rappelle la conférence cet après-midi, le colloque à distance, bien sûr, sur le thème de insertion professionnelle, premier emploi, espoir et réalité, le colloque en distanciel. Donc, inscrivez-vous sur le site iesf-ile-de-france.fr pour obtenir les adresses de connexion. Puisque je vous rappelle que toute la semaine, d'ailleurs, ce sont les journées nationales de l'ingénieur. Et donc, c'est un colloque ingénieur cet après-midi.
La première, aujourd'hui, je vais vous donner quelques infos européennes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de ce qui se passe à l'Europe ou dans le monde. Donc la première, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe qui prend vie. Les présidents des 3 institutions européennes, la Commission, le Parlement et le Conseil, ont signé mercredi la déclaration qui lancera le 9 mai cette grande consultation. L'objectif est de rassembler la société civile, les acteurs politiques locaux et nationaux et européens, mais surtout les citoyens pour évoquer les attentes de chacun à l'égard du projet européen. L'enjeu est d'essayer de dresser un état des lieux commun, des défis auxquels est confrontée l'Union européenne et d'essayer d'avoir une vision commune ou, en tout état de cause, une vision homogène des attentes des Européens. C'est ce qu'a expliqué Éric Maurice, le responsable du bureau bruxellois de la Fondation Robert Schuman. Autour des thèmes donc sur la santé, le climat, l'économie, l'égalité sociale ou encore la transformation numérique. Le bilan de cette consultation est attendu pour le printemps 2022. Malheureusement, selon un sondage d'Eurobaromètre, seulement 48%, je dirais, de la population ne veut pas s'impliquer dans les activités liées à cette conférence sur l'avenir sur l'Europe. J'espère que ce taux n'est pas le taux français, mais en tout cas c'est le taux européen. Autre info du jour, un scandale de corruption lié au masque dans la famille politique d'Angela Merkel. Si Angela Merkel espérait quitter le pouvoir à l'automne prochain au sommet de sa popularité, les difficultés liées au Covid l'éloignent de cet objectif et l'affaire des masques qui secoue sa famille n'arrange pas les choses. Un député de l'Union chrétienne démocrate, donc le CDU, et un autre de l'Union chrétienne sociale, le CSU, son allié bavarois, sont accusés de s'être enrichis en ayant servi d'intermédiaire avec des fabricants pour l'achat de masques par les autorités. Le premier, Nicolas Lebel, issu de la CDU, a touché 250 000 €. Il a annoncé dimanche mettre un terme à sa carrière politique. Son profil Twitter, d'ailleurs, a déjà disparu. Le deuxième député, Georges Nulsheim, est issu de la CSU, visé par une enquête pour corruption. Il aurait empoché 600 000 €. Il a quitté le parti, mais souhaite aller au terme de son mandat. L'union donc CSU-CDU veut, quant à elle, jouer de la transparence avec le lancement d'une enquête, l'instauration d'un code de bonne conduite et plus de transparence des activités professionnelles des députés. Cette affaire vient s'ajouter à la grogne qui monte en Allemagne face à une campagne de vaccination jugée trop lente, alors que seulement 5% des Allemands en ont bénéficié. Autre information du jour à l'Europe, c'est au niveau de l'Espagne. La présidente de la région de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a soudainement démissionné mercredi de ses fonctions prises pourtant en mai 2019. Alors elle met fin brutalement à sa coalition avec les libéraux et convoque de nouvelles élections, ce qui a pris bien sûr toute la classe politique par surprise. Membre du Parti populaire, le PP, donc à droite, elle souhaite s'imposer comme le nouveau visage de l'opposition au gouvernement du socialiste Pedro Sánchez dans un pays plongé depuis un an dans la crise majeure que constitue la Covid pour l'Espagne, mais surtout pour Madrid. Ancienne journaliste de 42 ans à la tête de la région la plus riche d'Espagne, elle a toujours prôné des mesures moins restrictives pour sa région, maintenu bars et restaurants ouverts le plus longtemps possible, contrairement à la plupart des régions espagnoles, affirmant qu'il était essentiel de protéger l'économie tout en rejetant la faute sur Pedro Sánchez, le chef du gouvernement, fustigeant le gouvernement le plus autoritaire de l'histoire de la démocratie espagnole. Voilà, c'est ça le jeu de la politique. Autre info du jour, c'est le Venezuela qui lance un billet de 1 million de bolivars qui ne vaut que 50 centimes de dollars. Pour tenter de rattraper l'hyperinflation, 3 nouveaux billets de la monnaie vénézuélienne sont entrés en circulation ce lundi 8 mars. Même à eux trois, ils ne représentent pas l'équivalent de 1 $. Dans son communiqué, repris notamment par Forbes Mexico, la BCV explique que ces nouveaux billets vont optimiser l'actuel système mis en circulation pour répondre aux demandes de l'économie nationale. En 2018, déjà, le Venezuela de Nicolás Maduro avait dû enlever 5 zéros au bolivar. L'inflation était estimée à 3000% en 2020. Sur une liste de 18 produits de base, signale le site vénézuélien Descifrado, je suis désolée, je ne parle pas très bien espagnol, seul un produit, le sel de 1 kg, coûte 680 000 bolivars, le reste dépasse les 2 millions, soit
plus que le total de la valeur de ces 3 nouveaux billets entrés en circulation. De toute façon, le prix en bolivars n'a plus grand sens et de facto, la quasi-totalité des échanges, même pour les produits de base, se font en dollars. Depuis la mort d'Hugo Chavez en 2013, une crise politique née de la victoire de l'opposition aux législatives s'ajoute à une situation catastrophique, économique bien sûr, chute des revenus pétroliers, principale ressource de ce pays, et hyperinflation provoque de sévères pénuries alimentaires, de médicaments et l'exode de plus de 4 millions de Vénézuéliens. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à comprendre, vu qu'ils ont quand même une jolie ressource pétrolière. De plus, l'Union européenne a pris des sanctions contre des personnes jugées responsables d'atteinte à la démocratie et de violation des droits de l'homme. Isabelle Briante, l'ambassadrice, a eu 72 heures pour quitter le pays en février dernier. De nationalité portugaise, elle a en effet été déclarée persona non grata par le gouvernement de Nicolás Maduro en février dernier, et la décision de Caracas fait suite à l'adoption par Bruxelles d'une nouvelle série de sanctions contre des membres du gouvernement de Maduro ou des proches de celui-ci pour leur rôle dans des actes et décisions portant atteinte à la démocratie et à l'état de droit au Venezuela. Voilà pourquoi la représentante de l'Union européenne a dû quitter le pays. Alors, autre info du jour, cette fois française, c'est SFR qui compte supprimer 1700 emplois pour se refaire une santé. L'opérateur affilié au groupe Altis prend les devants et suite à la baisse de fréquentation dans ses boutiques, il se séparerait de 400 salariés auxquels s'ajouteraient 1300 licenciements dans les autres secteurs d'activité de l'entreprise. En réalité, SFR s'est rendu compte de l'importance du digital et souhaite miser sur l'achat à distance et la vente d'abonnements 5G. Les départs se feraient sur la base du volontariat, comme d'ailleurs les derniers plans de départ menés par Altis. SFR compte 7300 CDI, 2500 notamment du côté des centres d'appel. Voilà, c'était les infos du jour. On va faire tout de suite une petite pause musicale et puis ensuite on entame les premiers débats de cette matinée. Bonne matinée sur votre radio. Nous voici de retour au bar de l'économie. Florence Sueur au micro, toujours accompagnée de Jean-François Benon, le directeur général du CEVO, le comité d'expansion économique du Val d'Oise, et de Catherine Torchy, la déléguée départementale des clubs d'affaires à protéines. Alors Catherine Torchy,
protéines, on ne connaissait pas, un mot dynamique, j'allais dire. Pourquoi vitaminé, on vitaminé, me dit parfois, voilà. Mais c'est protéines. Voilà, protéiné du coup, pour ce nouveau réseau d'affaires, si je puis dire, ou d'entrepreneurs. Qui peut venir à ce réseau? Pourquoi avoir créé ce nouveau réseau? Alors d'abord, merci Florence pour cette invitation qui Je me vous en permet prie. effectivement de parler réseau avec vous. Le réseau existe depuis la nuit des temps, le bouche à oreille. Ça fonctionne très très bien pour les entrepreneurs comme pour les autres. Et fort de ce concept qui est essentiel pour les entrepreneurs, se tisser un réseau local, voire national, nous avons créé les clubs d'affaires protéines il y a 4 ans, donc c'est assez récent. Depuis Toulouse, le fondateur de Protéines est un entrepreneur de Toulouse qui avait créé il y a 17 ans déjà un réseau d'affaires sous un autre nom et qui a, fort de cette expérience, créé un réseau protéines destiné aux TPE-PME, destiné à on va dire des contacts un peu plus d'entrepreneurs qui tissent du réseau local. Voilà. Alors, est-ce que, disons, qui peut venir adhérer? Est-ce que ce sont des structures juridiques de type SARL, SAS et autres, ou bien est-ce que aussi les indépendants, par exemple, Exactement. ou même des professions libérales pourraient adhérer? Exactement. C'est-à-dire que à partir du moment, en gros, si vous avez un SIRET et que vous avez une activité professionnelle plutôt orientée B2B, puisque notre club est plutôt orienté vers des entrepreneurs qui travaillent dans le secteur avec d'autres entrepreneurs, donc il peut y avoir parfois des commerçants, mais on est plus sur un réseau B2B, eh bien, nous accueillons, les clubs d'affaires accueillent tous les 15 jours, c'est-à-dire 2 fois par mois à l'heure du déjeuner, des dirigeants non concurrents entre eux. C'est très important, cette forme de non-concurrence. Ça permet vraiment de s'entraider commercialement dans une ambiance sereine et avec beaucoup de convivialité. On est à l'heure du déjeuner. L'heure du déjeuner en France, c'est sacré. Et donc, nos entrepreneurs profitent de ce moment à la fois pour faire du business et en même temps aussi de tisser des liens de confiance dans la convivialité qui est la nôtre. Bien sûr, mais alors du coup, avec cette pandémie qui dure tout de même et qui va encore durer un petit peu, jusqu'à temps qu'on soit tous vaccinés, comment faites-vous pour les rencontres à l'heure du déjeuner? Vous avez raison. Depuis 1 an, ça s'est compliqué et comme tous les entrepreneurs français, on a dû faire preuve d'agilité, de transformation. Donc on a adapté notre modèle. Dans un premier temps, lors du premier confinement, avec des visioconférences qui se sont installées partout en France et où on a été très très présent avec nos membres qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin d'échanger, de trouver des solutions. On a même passé les réunions au début face à l'anxiété générale à des séances hebdomadaires. Et puis petit à petit, le rythme s'est pris, on est revenu à la quinzaine et quand on a eu ce déconfinement, eh bien, au début mai, on a pu à nouveau se revoir et le plaisir de se voir en vrai jusqu'au 2e confinement. Et on a rejoué le jeu, bien sûr, de la visioconférence. Par contre, depuis le début du mois de janvier, nous nous voyons dans des centres d'affaires ou chez nos membres qui ont des bureaux, en veillant bien entendu à toutes les mesures barrières et de distanciation, sécurité qui etc. sont importantes. Et du coup, j'ai noté, ce que vous disiez, l'anxiété a fait que vous avez dû vous réunir beaucoup plus souvent. C'est bien ça? Au premier confinement, les entrepreneurs, on a tous été pris de court, on a tous été subjugués par ce qui nous arrivait on ne savait pas ce qui allait arriver. Est-ce qu'on allait avoir un effondrement économique? Est-ce que, on était tous, tous les entrepreneurs, mais tous les Français étaient concernés par ça. Et on a senti cette anxiété et on a mis en place 2 choses. D'abord, les réunions hebdomadaires pour que chacun puisse libérer la parole, puisse parler, puisse échanger, puisse trouver des solutions. On a fait des réunions d'intelligence collective pour essayer de trouver des solutions par rapport à ceux qui avaient des problèmes. Et nos experts comptables, nos avocats d'affaires ont apporté beaucoup dans ces moments-là pour nous aider à garder la confiance. Et puis, on a aussi été très réactifs en instaurant des webinaires. Et là, on a eu près de 200 webinaires qui ont été organisés par Protéines en 2020 et qui ont été extrêmement suivis, qui ont été portés par les membres eux-mêmes, qui ont des expertises tous très, très pointues. Et ces
ces webinaires ont été écoutés par les 1000 membres protéines de France. Donc ça a généré de l'intelligence collective également, et ça a permis pour chacun de se développer en connaissances personnelles et en développer sa veille économique et personnelle. Alors 1000 membres en France, c'est important déjà comme réseau. Actuellement, il y a un club qui ouvre par semaine. Donc c'est conséquent. Alors expliquez-nous un petit peu. Donc vous nous avez dit que, si j'ai bien entendu, c'est que la première installation de protéines, c'est du côté de Toulouse, c'est bien ça ? Exactement, il y a 4 ans. Où est-ce que vous vous êtes bien intensifié ? Et puis l'actualité, c'est que vous allez ouvrir à Enghien-les-Bains, c'est ça ? Exactement. Alors sur le territoire national, nous avons une centaine de clubs, un peu plus de 100 clubs maintenant, avec une ouverture par semaine, comme je le disais. Ça a commencé au sud de la Loire. Il y a 3 ans, j'ai ouvert le premier club d'affaires protéines en Île-de-France, à Rueil-Malmaison, où était ma société. Et c'était un peu un test. On a commencé à ouvrir à Paris, et il y a 1 an, nous avons ouvert le club de Cergy, et il n'y a pas plus de 3 jours, le club d'Enghien-les-Bains, que nous sommes très contents de promouvoir en ce moment. Alors le club de Cergy et le club d'Enghien-les-Bains, qui visez-vous ? Comment allez-vous vous faire connaître ? Alors, nous avons déjà un beau maillage territorial, on s'est déjà bien fait connaître. Moi, je suis un peu une pro du digital, donc très présente sur les réseaux sociaux. On s'est fait beaucoup connaître sur les réseaux sociaux. On a maillé aussi beaucoup de liens sur le Val d'Oise pour se faire connaître des dirigeants locaux. Et puis, surtout aussi, on les a contactés individuellement, comme on pouvait, pour les inviter aux réunions, pour leur dire de venir à nous, bien sûr de manière conviviale, pour savoir ce que c'est que protéines, savoir ce que c'est qu'un club d'affaires, à quoi sert un réseau, parce que on n'a pas toujours été dans des réseaux, même si c'est important, et c'est plus que jamais important dans la situation actuelle d'avoir du réseau, parce que le bouche à oreille est plus que jamais essentiel dans la vie des entrepreneurs. Alors concrètement, Catherine Torchy, je rappelle que vous êtes déléguée départementale pour la région Île-de-France des clubs d'affaires protéines, notamment Paris et Val d'Oise. Est-ce qu'il faut adhérer ? J'imagine qu'il y a des cotisations annuelles. Oui. Comment ça fonctionne financièrement ? Alors on vous accueille dans un premier temps à la découverte du groupe, et c'est ce qu'il y a eu il y a 2 jours avec Séverine Ménet, qui est l'animatrice du club d'Enghien-les-Bains, Stéphane Razafitrimo, que vous avez reçu il y a quelques jours, qui est l'animateur du club de Cergy-Pontoise. Il y a un club Valparisis qui ouvre dans 2-3 mois. Il y a un club Vexin qui va ouvrir au mois de septembre. Donc vous voyez, ça va vite, le Val d'Oise est en train de bien se mailler avec protéines, parce que les entrepreneurs locaux, d'abord, j'ai remarqué dans le Val d'Oise que les entrepreneurs locaux avaient une véritable, un ADN du réseau, et que faire du réseau, pour eux, ils savent que c'est important, et ils s'impliquent dans les réseaux. Donc on est fort de ce succès, de cette dynamique économique locale, et quand ces invités viennent nous voir, on leur propose d'adhérer. Alors l'adhésion, c'est 1 an de date à date, c'est une cotisation annuelle de 1 500 € qui permet de vous garantir 2 réunions par mois, des recommandations entre professionnels, et qui vont être, en cohésion avec le groupe, mais aussi l'animateur qui a un rôle à jouer sur cette cohésion de groupe, et puis qui donne accès à ces webinars, à des outils, une application mobile pour faire des recommandations. En sachant que c'est pas fermé. Un club, par exemple, va pouvoir recevoir un autre club. On fait 2 fois par an des interclubs régionaux, et puis on fait aussi beaucoup des échanges. Si vous êtes architecte d'intérieur sur Enghien-les-Bains et que vous avez envie d'aller voir les membres du club de Cergy ou de Paris, pourquoi pas, vous vous faites inviter par l'animateur. Il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de frontières. À partir du moment où il y a une volonté d'échange, de partage, de solidarité, ça fonctionne. Bien sûr. Alors, quelles sont du coup les demandes en ce moment des entrepreneurs, notamment toujours, puisque nous sommes toujours en période de pandémie, est-ce qu'il y a des demandes plus particulières ? Alors, Catherine Torchy. On a eu peur. On a eu peur que nos entrepreneurs perdent confiance, que nos entrepreneurs s'écroulent peut-être, et qu'ils aient des craintes par rapport au réseau, et en fait ça a été tout l'inverse. Ils ont confiance dans le réseau, et ça a donné une dynamique complémentaire, parce que chez Protéines, ils viennent chercher
bien entendu du business, mais bien au-delà de ça, ils viennent chercher des contacts, ils élargissent leur réseau, ils rencontrent d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques qu'eux, ils vont sortir de leur isolement, d'autant plus en ce moment où beaucoup de monde ne vont plus au bureau, on est en télétravail, eh bien ça sort de son isolement. Et puis ma foi, quand vous êtes 2 fois par mois à côté d'un expert comptable, d'un avocat ou d'un métier complémentaire au vôtre, ça vous donne une veille en compétences qui vous permet d'avoir des solutions à des problématiques que vous rencontrez et qui peuvent être résolues en discutant autour d'un café ou autour d'un plateau repas, même si c'est distancé. On a bien compris l'importance des réseaux, effectivement, et puis en période de difficulté, ça soutient le moral aussi, j'imagine. Tout à fait, ils se soutiennent moralement, ils s'appellent, c'est même pas 2 fois par mois, vous savez, ils ont tous des groupes WhatsApp, ils se contactent entre eux, ils s'appellent, ils échangent. Ils font vraiment du réseau en dehors du réseau. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver dans notre quotidien des opportunités pour aider chaque personne, pour aider, vous rencontrez un créateur d'entreprise qui a une difficulté pour avoir un compte en banque ou pour rédiger ses statuts ou pour avoir des conseils au niveau comptable. Le réseau est là, il peut vous aider immédiatement. Notre directeur de banque va vous recevoir, notre avocat va vous donner quelques conseils dans un premier temps pour vos statuts, voire même pouvoir vous les rédiger. Et c'est ça l'entraide solidairement commerciale. Bien sûr. Et du coup, Catherine Torchy, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez un métier. Alors, comment faites-vous pour cumuler les deux, puisque vous faites le développement en même temps de protéines ? Oui, je suis un peu multi-entrepreneur, c'est vrai, mais j'ai toujours été comme ça, un petit peu dans cette volonté d'être très impliquée dans tout ce que je fais. Et j'ai dirigé pendant 25 ans, je ne l'ai pas dit, une entreprise de vente à distance d'articles pour bébés, que j'ai créée à 22 ans. Vous voyez, j'étais vraiment primo-entrepreneur, mais c'est de famille, hein, donc on est tous un peu comme ça dans la famille. Et donc, j'ai dirigé cette entreprise que j'avais fondée au XXe siècle, hein, c'était il y a longtemps. Et une entreprise que j'ai vendue il y a un peu moins de 3 ans, 2 ans et demi. Et j'ai toujours été très impliquée dans les réseaux, et notamment les réseaux marketing. Et j'ai lancé mon agence conseil en stratégie digitale avec des partenaires avec lesquels je travaille. On peut vraiment apporter des solutions de développement grâce au digital pour les entreprises. Et moi, je me suis spécialisée sur un domaine que vraiment j'adore. Je suis formatrice. Et dans ce rôle de formatrice, j'aide les entreprises à se distinguer, notamment B2B sur LinkedIn. J'apporte les clés de LinkedIn et de l'algorithme qui paraît tellement compliqué à maîtriser et qui, en fait, au bout d'une petite formation, est très simple à maîtriser pour développer son influence sur les réseaux sociaux. Alors, Catherine Torchy, ça intéresse beaucoup de nos auditeurs, bien évidemment. Peut-être, pour terminer cet entretien, donnez-nous 3 codes, 3 clés de LinkedIn, puisque je savais que vous étiez une pro de LinkedIn. Alors, LinkedIn, déjà, faut pas que ça vous prenne trop de temps. Si ça vous prend trop de temps, ça veut dire que vous y passez du temps un peu chronophage, de regarder ce qui se passe sans agir. Ça veut dire quoi, trop de temps pour vous ? Agir. Plus de 20 minutes par jour, ça ne sert à rien. Et quand on est sur les réseaux sociaux, 20 minutes, ça passe très vite. Ça passe très vite. De toute façon, dès qu'on est sur ordinateur, ça passe très vite. Il ne faut pas seulement être voyeur, il faut être acteur. Il faut partager du contenu. Il faut donner de l'information. Il faut se distinguer. Vous savez, il n'y a qu'1% des gens présents sur LinkedIn qui font des publications. Donc, c'est très, très peu. On a toujours l'impression qu'il y a trop de concurrents, mais vos concurrents ne sont pas là en réalité. Ils ne se montrent pas vraiment. Donc c'est une vraie opportunité de mettre du contenu à forte valeur ajoutée. L'idée, c'est pas de parler de soi, c'est de parler de ce que les autres ont envie d'entendre. Donc mettez de l'émotion, mettez des choses qui intéressent votre cible, votre public, votre client idéal, et après ça marche, vraiment. Alors, il y a juste une petite limite sur LinkedIn, c'est que, vous me direz, c'est déjà pas mal. On est limité au nombre il y a des, comment dire, sur LinkedIn, il y a des choses gratuites et puis il y a des choses payantes, on est bien d'accord. On peut aussi passer des offres d'emploi. Oui, alors moi souvent mes formés sont des entrepreneurs qui cherchent à avoir de la visibilité, mais c'est aussi effectivement c'est aussi un super CV, j'ai envie de dire, pour des cadres, des salariés, des employés, des collaborateurs qui souhaitent éventuellement avoir des mouvements de carrière. En tout cas, ça doit toujours être mis à jour.
Une petite clé, si vous voulez une deuxième, s'il vous plaît, Catherine. Il y a quelque chose de super facile à faire sur LinkedIn, c'est de cliquer sur le bouton « Partager ». Ça prend 1 seconde, vous partagez un document et vous avez l'impression que vous avez aidé la Terre entière. Eh bien, il faut vraiment arrêter de partager sur LinkedIn. Ça ne sert à rien. L'algorithme ne s'en préoccupe absolument pas et ne propage pas du tout les contenus qui sont dupliqués. Donc, quand vous partagez quelque chose, en fait, vous avez qu'à remarquer, quand vous partagez, vous avez 2-3 likes. Et en fait, ça veut dire que l'algorithme ne vous a pas propagé. Donc, arrêtez de partager, à la place. Commentez et vous verrez, vous aurez plus de likes sur vos commentaires que sur vos partages. Et en plus, vous aidez la personne qui avait fait le post initial. Donc, il faut commenter si on partage. C'est ça que vous voulez dire? Il vaut mieux commenter que partager, parce que de toute façon, si vous commentez, vos amis verront dans leur notification que vous avez fait un commentaire et ça fera le même effet. Et en plus, ça vous met en avant par rapport à un réseau. Ça, c'est une très bonne astuce. Mais alors, si on a une page personnelle et une page d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut mieux faire? Il vaut mieux publier sur sa page entreprise ou est-ce qu'il faut aussi dupliquer sur sa page personnelle, Catherine Torchy? Alors, vous qui êtes une pro de LinkedIn, bonne question. De LinkedIn. La page entreprise est importante, mais la page personnelle a 10 fois plus de visibilité. C'est simple, une page entreprise, elle peut être promue grâce à de la publicité LinkedIn. Donc LinkedIn ne va pas trop vous promouvoir puisqu'il préfère que vous payiez. Donc, si vous voulez vraiment avoir de la visibilité, publiez en tant qu'entrepreneur sur votre page personnelle, elle aura beaucoup plus de visibilité que sur votre page entreprise. Donc vous pouvez dupliquer sur votre page entreprise, mais il y aura toujours moins de visibilité sur une page entreprise. Merci Catherine Torchy pour ces bons conseils. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Je rappelle que si vous voulez en savoir plus, eh bien tout simplement, vous contactez Catherine Torchy puisque c'est son métier, c'est une pro de LinkedIn. Voilà, tout simplement. On va faire une première pause musicale et puis ensuite place au bilan économique du Val d'Oise avec Jean-François Benon. I feel paralyzed. Nous voici de retour au bar de l'économie après cette petite pause musicale. Florence Sueur au micro, toujours accompagnée de Catherine Torchy, déléguée départementale des clubs d'affaires Protéines Paris et Val d'Oise, et puis aussi une spécialiste de LinkedIn. Vous avez vu tout à l'heure, elle nous a donné des jolies clés de travail avec LinkedIn. Et donc, si vous avez besoin, eh bien, contactez-la, c'est tout simple. Et puis maintenant, nous allons aborder la situation économique globale en Val d'Oise avec vous, Jean-François Benon, car vous êtes le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise. Donc, on sait que le Val d'Oise souffre en aéronautique et puis peut-être aussi en mécanique. Où en est-on donc ce mois-ci? Écoutez, la situation continue à être un petit peu compliquée parce que nous avons effectivement des différentes filières d'activité dans le Val d'Oise qui sont extrêmement touchées par la durée de cette crise. On le savait au démarrage, évidemment, quand on a, il y a un an, décidé
les premiers confinements et surtout l'arrêt du transport aérien, on avait bien perçu immédiatement quels pouvaient être les dangers d'un coup d'arrêt sur l'activité du transport aérien pour un territoire comme le Val d'Oise, qui est durablement marqué par cette activité. Et malheureusement, avec les mois qui passent, les incertitudes qui continuent à exister sur les déplacements aériens en particulier, on constate que notre trafic aérien sur l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, premier aéroport d'Europe quand même, c'est pas rien, mais Charles de Gaulle c'est un moteur économique considérable, eh bien le trafic est aujourd'hui à 25% à peu près de ce qu'il était avant cette crise sanitaire, ce qui d'ailleurs entraîne aujourd'hui des véritables inquiétudes sur l'emploi, parce que c'est vrai que l'État, en mettant en place les dispositifs d'activité partielle, a limité la casse, on va dire ça comme ça, puisque beaucoup d'entreprises ont fait le dos rond et ont réussi à maintenir leurs emplois, même si une grande partie des salariés aujourd'hui sont finalement en chômage partiel et ne travaillent pas du tout. C'est le cas pour le groupe Air France, dont une grande partie des salariés sont encore aujourd'hui, plus de la moitié sont encore aujourd'hui en activité partielle. C'est le cas pour le groupe ADP, Aéroports de Paris, dont également une très large partie des salariés sont soit à temps partiel, soit à arrêt complet et au chômage chez eux, rémunérés, évidemment pris en charge par ces dispositifs de l'État. Donc ces dispositifs ont vraiment limité immédiatement les difficultés des salariés, mais on arrive au bout d'un an maintenant à des décisions d'entreprise qui décident malgré tout, malgré les avantages, et a fortiori parce qu'on voit se dessiner l'arrêt de ces dispositifs. Aujourd'hui, on parle du mois d'avril. C'est repoussé régulièrement. Mais il y a des inquiétudes qui commencent à apparaître et on commence à voir arriver des plans sociaux dans le Val d'Oise comme ailleurs, mais en particulier autour du pôle aéroportuaire. Et ça, c'est très inquiétant. Il y a des études ont été faites par nos collègues récemment de ce qu'on appelle l'Alliance Paris-CDG Alliance, dont nous faisons partie, nous, au CEVO. Mais les études ont tendance à estimer que c'est 30 000 emplois. 30 000 emplois sur le pôle aéroportuaire qui peuvent être menacés à court terme. Je rappelle que le pôle aéroportuaire lui-même, c'est 90 000 emplois sur l'aéroport Charles de Gaulle aujourd'hui, et c'est à peu près 200 à 300 000 emplois dans un périmètre élargi qui gravite autour de ce pôle aéroportuaire. Donc on voit bien que 30 000 suppressions potentielles d'emplois, c'est quasiment un tiers de l'emploi sur le pôle de Roissy. C'est tout simplement catastrophique. C'est catastrophique parce que derrière, ce sont des phénomènes en cascade. Et donc, il y a une véritable inquiétude aujourd'hui face à des vraies incertitudes qui continuent à exister sur la date de la reprise. Aujourd'hui, je crois que toutes les compagnies aériennes le savent, il n'y a pas véritablement une perte d'appétence pour voyager. Au contraire, les gens attendent de voyager. On l'a vu d'ailleurs très bien en Chine. Dès que le trafic aérien intérieur chinois a été réouvert, les Chinois ont repris l'avion fortement. Peut-être que les Asiatiques sont encore plus attirés par ces déplacements, mais en attendant, le trafic aérien a repris très vite et très fort sur le grand marché intérieur chinois, qui est un continent en lui-même. Et on a vu que ça repartait beaucoup plus vite qu'on le pensait. Nous, on nous parle de 2024, 2027. C'est vrai que l'Europe n'a pas la même configuration. Il y a encore des incertitudes. 2024, c'est pas 2027. Aujourd'hui, on nous dit 2024, 2027 pour retrouver le même niveau de trafic. Peut-être que ça peut aller plus vite, finalement, mais pour que ça aille plus vite, il faut encore avoir un petit peu de perspective. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de perspective. On n'a toujours pas de perspective. Écoutez, Alexandre de Juniac, qui est le président, le directeur général de l'IATA, l'Organisation internationale du transport aérien, répondait à une longue interview il y a 2 jours dans Les Échos, au moment où il est amené à quitter d'ailleurs ses fonctions à l'IATA. Il a été le président d'Air France, monsieur Alexandre de Juniac soulignait combien ces questions sanitaires vont être prégnantes dans le domaine du transport aérien. Faut-il un passeport sanitaire? Va-t-il falloir pour voyager absolument être vacciné? Va-t-il falloir faire des tests en permanence chaque fois qu'on monte dans un avion? Dans quelles conditions? Est-ce que les tests imposés dans un pays seront reconnus dans un autre pays? Aujourd'hui, tout ça n'est pas réglé. C'est même pas réglé d'ailleurs, et c'est un des reproches que l'IATA fait à l'Union européenne, c'est même pas réglé au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque pays dans l'Union européenne a retrouvé ses propres frontières et les règles ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait simple pour des passagers aériens, que ce soit pour les affaires ou pour les loisirs, de réserver des billets d'avion par les temps qui courent. Et donc cette absence de capacité à se dire est-ce que je peux voyager? Regardez ce qui se passe au Japon aujourd'hui où
une des positions qui est prise, c'est on va faire les Jeux Olympiques, oui, mais on ne fera pas de visiteurs étrangers. Donc, ça sera des Jeux Olympiques purement japonais. Enfin, c'est ce qui est annoncé aujourd'hui. Tout ça n'est pas encore évolué. Voilà, donc toutes ces incertitudes sont totalement mortifères, à la fois pour les voyages, les déplacements, mais également, donc, par conséquence, par les entreprises. Et c'est ça qui nous intéresse aussi chez nous. On est passionné que les gens prennent l'avion pour voyager et pour faire du tourisme. Ça nous réjouit, mais ce qui nous intéresse dans le Val d'Oise, c'est que ça fait tourner l'économie locale. Et qu'aujourd'hui, les sociétés qui font les plateaux repas, je rappelle que Cervère, dans le Val d'Oise, c'est 1200 emplois. Et qu'aujourd'hui, ce n'est que l'ombre de ce que c'était il y a encore quelques mois, et que ces emplois sont aujourd'hui au point mort. C'est également les boutiques hors taxes dans les aéroports, c'est les taxis, les VTC, les transporteurs, c'est tous les domaines de la sécurité, un domaine très important pour le Val d'Oise, puisqu'on a 25% de passagers, il y a 25% de personnel de sécurité dans les aérogares. Je parle même pas des boutiques hors taxes, qui sont que l'ombre de ce qu'elles étaient avant la crise, et ainsi de suite. Donc c'est tout cet écosystème, et je ne parle pas de l'hôtellerie, de la restauration, et puis ce qui découle de l'absence du transport aérien et des visiteurs étrangers, tout le domaine de l'événementiel qui est extrêmement puissant dans l'est du Val d'Oise, notamment compte tenu de la proximité des plateformes de Villepinte et du Bourget pour les salons. Rappelez-vous qu'au mois de juin, déjà, le salon du Bourget, qui est un moteur économique terrible pour l'aéronautique, mais qui est aussi un moteur économique événementiel pour le Val d'Oise, avec énormément d'entreprises de notre département qui, pendant une quinzaine de jours, vivent des retombées économiques de ce plus grand salon mondial de l'aéronautique. La décision a été prise de l'arrêter. C'est un salon qui a lieu tous les 2 ans. Bien sûr. Je vous laisse imaginer l'absence de retombées économiques pour un territoire comme le nôtre. C'est tout simplement catastrophique. Et puis c'était le salon où on faisait des affaires, où on signait les contrats. En plus, mais ça à la limite, ça se fera d'une façon ou d'une autre. Mais ça, en tous les cas, toute cette dynamique territoriale qui, pour la grande zone du Grand Roissy, le Bourget, est déterminante, tout ça est arrêté. Voilà. Donc c'est vrai que là, ça c'est la première partie de ce que je voulais vous dire, c'est qu'on continue évidemment à suivre ça de très près, mais avoir quand même de fortes inquiétudes aujourd'hui. On a très très peur évidemment de la fin des mesures de l'État. Le jour où ça va pas se passer brutalement, dans tous les cas ça sera en douceur, mais déjà passer de 84% de prise en charge des coûts des salaires à 70%, puisque c'est ce qui est prévu à moyen terme, c'est-à-dire une décroissance, des entreprises qui peuvent encore supporter, y compris de compenser la différentielle quand c'est à 84%, le pourront certainement pas à 70%. Qu'est-ce qui se passe? Certaines commencent à anticiper, d'où l'annonce des premiers plans sociaux que nous commençons à voir, malgré déjà les aides de l'État. Je vous laisse imaginer lorsque les aides de l'État seront dégressives. Donc Est-ce que vous pouvez dévoiler quelques noms de ceux qui annoncent des plans sociaux? Écoutez, la presse en a fait état. Je ne veux pas donner des noms, mais il y a des sociétés dans le domaine de l'événementiel, il y a des sociétés dans le domaine de la sécurité, précisément, dans le domaine des boutiques hors taxes que je vous ai citées, finalement. Et c'est d'ailleurs souvent des PME, et c'est souvent des PME, alors là c'est assez cruel, qui sont liés par contrat avec des gros donneurs d'ordre que sont... Voilà, on va le citer, Air France et ADP. Quand Air France et ADP, qui font travailler une myrielle de sous-traitants, commencent à arrêter des contrats, puisqu'elles ont le droit d'arrêter des contrats, eh bien, les sociétés qui perdent les contrats avec Air France et qui perdent les contrats avec ADP, eh bien, elles sont étranglées dans la minute, et ça se traduit par des licenciements. D'ailleurs, il ne faut pas jeter la pierre à Air France et ADP, parce qu'ils sont dans une situation de non-visibilité qui est totale également. Et je rappelle que Air France et ADP ont eux-mêmes annoncé des plans sociaux, enfin des plans de départ volontaire, pour être précis, tant qu'il y aura des volontaires. Des plans de départ volontaires considérables de plusieurs milliers de départs volontaires pour Air France et Aéroports de Paris. Donc c'est vrai que ce contexte est vraiment très inquiétant, et le plus compliqué, mais j'enfonce une porte ouverte, c'est cette absence de visibilité, de perspective. Aujourd'hui, la fatigue gagne psychologiquement beaucoup de dirigeants d'entreprise, y compris des patrons de PME-PMI. Nous, au CEVO, on n'a pas une journée où on ne rencontre pas plusieurs dirigeants d'entreprise. On voit monter depuis quelque temps, depuis la rentrée de septembre, maintenant, cette absence de perspective pèse terriblement sur le moral des dirigeants. Donc il y a une sorte de sidération, de fatigue psychologique que les
psychiatres et les psychologues expliqueraient bien mieux que moi, mais qui fait que même aujourd'hui, s'il y avait une reprise demain, on peut avoir un certain nombre d'inquiétudes sur la capacité physique d'un certain nombre de dirigeants de ressaisir des opportunités, de repartir. Et c'est vrai pour les salariés aussi. J'étais avec le dirigeant d'un grand groupe, d'une grande TI là, du Val d'Oise il y a quelques jours, et on était dans ses bureaux, et évidemment ils étaient quasiment vides. La plupart de ses équipes sont en télétravail, y compris pour la partie tertiaire, et il me disait, ce qui m'inquiète terriblement, c'est le moment où il va falloir repartir, parce que mes salariés ont pris des modes de fonctionnement totalement différents, et certains sont fatigués, certains sont épuisés par des formes de télétravail qui ne sont pas que des avantages. Le télétravail a aussi beaucoup d'inconvénients pour beaucoup de salariés, cet isolement, cette difficulté à concilier vie privée, vie professionnelle, avec l'air de rien sur la durée, c'est extrêmement épuisant. Notamment ceux qui ont des enfants en plus. N'en parlons pas, et qui n'ont pas forcément les conditions de travail à la maison pour couper bien la vie professionnelle et la vie... Enfin, tout ça est en train d'être expliqué, il y a tout un tas d'études, enfin, il n'y a pas une journée où il n'y a pas des études. D'ailleurs, le CEVO organise dans quelques jours un apéritif contact... Le 24 mars, on a un apéritif contact sur comment mettre en place des méthodes de télétravail qui soient des vrais leviers de développement et pas des leviers de souffrance pour les salariés. Ça sera un apéritif contact qu'on organise entre midi 30 et 14h30 le 24 mars. On le fera en ligne ce mois-ci, nous aussi. D'habitude, un apéritif contact, comme son nom l'indique, on déjeune autour d'un buffet déjeunatoire, ce qui favorise les contacts entre les participants. Là, ça se passe depuis quelques mois maintenant en ligne, et c'est Agnès Cordier de la société Amplitude Conseil qui viendra nous parler de ça. Donc ce phénomène-là de lassitude, de fatigue est également extrêmement inquiétant, et on a peur sincèrement à la fois pour les salariés et à la fois pour les dirigeants de la phase de reprise. On espère tous que cette phase de reprise va arriver. Elle finira par arriver, heureusement, il faut être optimiste. Mais dans quelles conditions allons-nous trouver les dirigeants? Dans quelles conditions allons-nous trouver les salariés au moment où il va falloir rebooster des méthodes de travail, rebooster de l'agressivité commerciale, retrouver une dynamique? Il y a des inquiétudes aussi là-dessus. Alors ça, c'est le côté verre à moitié vide. Et puis je voudrais quand même vous dire que nous... Oui, on ne va pas rester que sur les problèmes, on va une aussi réalité, avancer sur les investissements. Ce que je viens de vous dire est une réalité, il faut en avoir conscience, il faut faire tout ce qu'on peut, et malheureusement tout le monde est mobilisé, sur les réseaux consulaires, le milieu patronal, les collectivités territoriales, la région a fait un travail énorme, l'État également. Je crois que tout le monde s'est mis en ordre de marche, et il faut reconnaître que globalement la France a été un des pays dans le monde où l'accompagnement de cette crise au niveau de l'économie a été quand même assez remarquable. Toutes les études qui sont faites, on a fait nous une étude, parce que parallèlement je suis également conseiller du commerce extérieur de la France, et qui est un réseau d'hommes et de femmes qui s'investissent bénévolement pour aider à l'exportation des PME-PMI. Et donc le réseau international des conseillers du commerce extérieur de la France a fait une enquête récemment, et on fait des enquêtes régulièrement auprès de nos membres, qui sont pour la moitié d'entre eux en France, pour la moitié à l'international, dans tous les pays du monde, pour mesurer un petit peu la perception de la situation de la France dans ce contexte international. Qu'est-ce qu'on a constaté quand on a cette vision internationale, finalement, que les dispositifs d'appui et d'accompagnement qui ont été mis en place en France ont été quand même très efficaces, très généreux, beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays, vrai, compris développés. Et quand on regarde ça, y compris depuis l'étranger, je crois qu'on peut être assez fier quand même de ce qui s'est passé en France globalement. De tout point de vue, sans aucun parti pris, tous acteurs confondus. Sincèrement, si la France est aujourd'hui, d'ailleurs, les perspectives de reprise du PIB sont assez bonnes. On a le sentiment que quand ça va reprendre, ça va reprendre. Est-ce que nos entrepreneurs, je reviens à ce sujet, seront en état d'avoir la force morale, la force physique de se relancer? À moyen terme, oui, mais on risque d'avoir une période un peu de flottement compte tenu de cette fatigue psychologique. Alors, sur le verre à moitié plein maintenant, après avoir parlé de la crise, on a, nous, étonnamment, on vit une sorte de paradoxe. En tant qu'agence de développement économique, notre métier, nous, c'est le marketing territorial, c'est-à-dire qu'on a un produit à vendre. Le produit qu'on vend, il est un peu atypique, c'est le Val d'Oise. On vend ce territoire pour y attirer des entreprises, des investissements, des emplois. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate ce que je viens de dire, je n'y reviens pas, ces difficultés du territoire, elles sont réelles et il y a de vraies inquiétudes. Même si pour l'instant, que ce soit pour les liquidations d'entreprises, les disparitions d'entreprises,
où les suppressions d'emplois, finalement, c'est pas très visible. Le président du tribunal de commerce, et qui nous étions en réunion avec le préfet il y a 2 jours, donnait les chiffres. Les chiffres continuent, des liquidations n'ont jamais été aussi bas. On est quasiment 30% de moins de liquidations et de redressement, de procédures de redressement qu'il y a 1 an à la même époque. Pourquoi ? Oui, parce que l'URSSAF et parce que les services fiscaux, pour l'instant, ne défèrent pas, enfin ne poussent pas quand il n'y a pas de poursuite et on n'amène pas au tribunal comme on le faisait il y a encore 1 an. Il y a pour l'instant une sorte de moratoire. Le jour où l'URSSAF et les services fiscaux vont remettre la pression pour aller au tribunal de commerce, ça va s'aggraver certainement. Mais étonnamment, aujourd'hui, on a une sorte de calme avant la tempête. Le tribunal de commerce est quasiment en état de lévitation. Et quand on regarde les chiffres de l'emploi avec Pôle emploi, le Val d'Oise n'est pas en situation dramatique non plus. Il n'y a pas eu tellement d'augmentation du chômage, étonnamment. Évidemment, puisque la plupart des gens sont sous perfusion avec les aides de l'État. Mais donc ça, c'est là le côté protecteur, si vous voulez. Ce que l'on observe, nous, paradoxalement, à côté de cette situation un peu de perplexité économique, c'est en même temps, énormément de dossiers d'investissement productif, de dossiers de recherche de sites d'implantation et donc de projets de développement économique. Nous sommes, nous, complètement partagés dans notre métier. Notre métier a changé en 1 an. Aujourd'hui, on passe autant de temps à accompagner des entreprises à monter des dossiers de financement dans des problèmes d'aide et de sauvegarde. Et en même temps, on a énormément en parallèle de recherche de sites ou de décisions d'implantation et d'investissement. Et d'ailleurs, les dispositifs, que ce soit le plan de relance mis en place par le gouvernement, par l'État, ou que ce soit le plan relance industrie du Conseil régional, ont été tout à fait symboliques dans le Val d'Oise, avec un nombre de dossiers conséquents, des montants d'investissement productifs totalement conséquent et on voit beaucoup d'entreprises, et je passe mon temps moi dans les entreprises encore une fois, beaucoup d'entre elles ont aujourd'hui des projets de création de nouveaux ateliers de production, l'acquisition de nouvelles machines pour étendre des lignes de fabrication, des investissements dans de l'innovation, dans des laboratoires de recherche. Je parle même pas de projets gigantesques. On est sur un dossier d'une société de biotechnologie qui a décidé d'investir sur un terrain de 6 hectares, un bâtiment de 20 000 m² qui va accueillir 800 emplois dans le domaine des biotech. Et on pourrait multiplier ça dans différents domaines d'ailleurs, dans l'aéronautique, dans l'agroalimentaire. Le Val d'Oise n'était pas un département spécialement agroalimentaire. On a actuellement sous le coude 4 ou 5 dossiers très sérieux, petits, moyens et gros, d'entreprises agroalimentaires qui cherchent des sites pour s'installer dans le Val d'Oise. Et on voit qu'il y a une montée en puissance. Alors, ça correspond de façon assez évidente à des domaines qui sont des domaines porteurs pendant cette crise. L'agroalimentaire, on comprend bien que c'est un segment qui aujourd'hui est porteur, tout ce qui va bien vers sûr. Les circuits courts, l'alimentation de proximité, les nouveaux modes de nutrition, la nourriture santé, etc. Je peux vous confirmer très concrètement que nous avons sous le coude plusieurs dossiers extrêmement intéressants d'implantation dans le Val d'Oise ou de développement, d'investissement. Je vais citer un exemple parce qu'il est tout récent. J'étais il y a 2 jours dans une unité de fabrication qui s'appelle la Grande Boulangerie Parisienne, qui est une très belle entreprise à Beson. C'est une société qui fait du pain. Elle fait des pains premium de façon artisanale, mais c'est une industrie, mais ils travaillent de façon artisanale. Ils travaillent avec des produits qui sont label rouge, la farine uniquement label rouge, 100%, et en plus avec des labels de qualité. Il y en a un label notamment qui s'appelle bleu blanc cœur, puisqu'il rajoute de la farine de lin, ce qui est des éléments d'oméga 3 protecteurs pour le système cardiovasculaire. Bon, toujours est-il que cette entreprise est elle a bénéficié du plan de relance industrie du Conseil régional et elle a prévu dans les semaines qui viennent d'importants investissements dans un parc de machines de nouvelle génération pour diversifier ses productions, aller vers des séries de fabrication plus petites, plus adaptées, avec beaucoup d'innovation, la création également d'un laboratoire d'essai à l'intérieur du groupe, etc. Voilà, c'est un exemple et on pourrait multiplier ces exemples. Nous avons visité au CEVO au cours des quelques semaines passées
énormément d'entreprises industrielles qui ont des projets d'investissement. Alors, ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles, c'est assez étonnant. Et puis ça veut dire aussi des nouveaux secteurs en fait d'activité économique qu'on ne soupçonnait pas. Voilà, exactement. Ce qu'on peut observer nous avec ce regard qui est le nôtre traditionnellement, nous sommes des grands observateurs et accompagnateurs en plus et des promoteurs, mais enfin on observe beaucoup et ce que l'on observe c'est ce double phénomène de renforcement du tissu industriel valdoisien. Alors c'est un phénomène national, le plan de relance fonctionne. Je le disais à un journaliste des Échos il y a quelques jours, en réalité, la plupart de ces projets étaient dans les cartons, ils étaient dans les tiroirs. C'est ce qu'on appelle dans la plupart des entreprises des projets dormants. Quasiment toutes les entreprises ont dans leur tiroir des projets qu'elles rêvent de faire. Tout ça est prêt, mais elles attendaient d'avoir la possibilité de le faire. L'arrivée des dispositifs d'aide, parce que quand même des dispositifs très généreux, la plupart des entreprises dont je vous parle ont bénéficié soit de l'État, soit de la région de financements qui vont de 100 000 euros à 1 200 000 euros. C'est quand même pas des petites sommes. La moyenne, c'est 600 800 000 euros de subventions. Là, on ne parle pas de prêts, ce sont des subventions de l'État et de la région, que ce soit au titre du plan de relance de l'État, que ce soit le relance industrie de la région, que ce soit les territoires d'industrie. Ensuite, il y a des plans thématiques à l'intérieur de ces groupes avec le plan aéronautique, le plan automobile, le plan agroalimentaire, etc. Il y a aujourd'hui une conjoncture, une situation d'accompagnement avec des moyens financiers, sincèrement, que moi j'ai jamais connu en presque 30 ans de carrière. C'est important de le souligner parce que toutes les entreprises ne le savent pas encore. Totalement atypique et pour des entrepreneurs qui aujourd'hui ont des projets de relocalisation, d'implantation productive ou d'investissement dans de la recherche, de l'innovation ou de la production, dépêchez-vous à déposer des dossiers. C'est le moment ou jamais, je veux dire. D'ailleurs, je le dis, mais la plupart l'ont compris, on passe beaucoup de temps, nous, à expliquer, à présenter ces dispositifs. C'est une période tout à fait propice. Étonnamment, les périodes de crise sont aussi parfois des opportunités. Pour rebondir. Et c'est clairement en ce moment une opportunité. Et je suis ravi, moi, de voir que les entreprises qui avaient ces projets dormants, dont on parlait avec certaines d'entre elles depuis quelques années, qui disaient quand j'aurai les moyens, quand je pourrai, je lancerai telle nouvelle production, telle nouvelle machine, telle nouvelle vision stratégique. Aujourd'hui, ça s'est libéré avec ces soutiens financiers et donc on a ce phénomène de développement. Donc, pour ça qu'il faut être quand même très optimiste, il faut rester optimiste. On va sortir évidemment de cette période de crise. Il faut faire le dos rond pour surveiller de très près ce qui va se passer autour de l'aéroport Charles de Gaulle. Je ne suis pas inquiet à moyen terme, personne n'est inquiet à moyen et à long terme. Mais on risque d'avoir quelques mois difficiles si on commence à avoir des arrêts de contrat, des gros donneurs d'ordre. Et là, ça peut faire beaucoup de mal à ces PME, PMI qui sont sous-traitantes. Si les gros donneurs d'ordre commencent à stopper les contrats, donc s'il y a un message à passer, c'est inciter ces gros donneurs d'ordre que sont ADP, Air France à essayer, il ne faut pas leur jeter la pierre, mais à essayer tant qu'elles le peuvent de maintenir le contrat avec leurs sous-traitants, parce que ça va très vite. Le contrat s'arrête, l'entreprise licencie. Et tant qu'on n'a pas l'arrêt du contrat, on peut penser que ça peut repartir. Et puis, paradoxalement, et encore une fois avec bonheur, accompagner, susciter, inciter les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, dès qu'ils ont un projet dont ils pensent qu'il peut être mis en œuvre, a fortiori si c'est un projet industriel, productif, innovant, technologique, les moyens sont là, il y a des outils, il y a des accompagnements. Et encore une fois, ça peut toucher d'ailleurs même des TPE, puisque jusque encore pendant quelques jours, le fonds résilience dont on a déjà parlé avec vous, qui a été lancé par le Conseil régional avec les collectivités territoriales d'Île-de-France, est toujours d'actualité. Les entreprises jusqu'à 20 salariés qui n'auraient pas encore bénéficié de ce fonds résilience sont vraiment incités pendant encore une dizaine de jours à déposer des dossiers. C'est des dossiers faciles, on peut obtenir des financements importants en proximité avec une instruction des dossiers sur le plan local. Dans le Val d'Oise, c'est Initiative 95, organisme de proximité qui instruit ces dossiers. En quelques jours, on a la réponse et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, entre 0 et 20 salariés, ont intérêt sincèrement à demander, pour peu qu'elles en aient besoin, évidemment, le bénéfice du fonds résilience. Ça va s'arrêter, puisque le Conseil régional a fait une deuxième phase avec les collectivités territoriales, mais ça va s'arrêter à la fin du mois de
de mars, donc c'est urgent de déposer les dossiers. Il y a évidemment toujours le PGE, mais tout ça est connu, ça a été lancé maintenant il y a un an, beaucoup d'entreprises en ont bénéficié, et le Conseil régional, et je termine là-dessus, vient de relancer, et ça mériterait d'ailleurs d'en reparler en détail lors d'une émission prochaine, le Conseil régional vient de rénover tous ces dispositifs, ces principaux dispositifs d'aide. C'est vrai qu'on a avec la région Île-de-France des dispositifs d'accompagnement financier qui historiquement étaient quand même très très bien organisés. Ça, on en a parlé très régulièrement dans cette émission. Pour les TPE, voilà, PME pour les PME, et ainsi de suite, Innove pour l'innovation, tous ces dispositifs, la gamme Up comme on dit entre nous, pour ceux qui travaillent sur ces sujets. Cette gamme vient d'être rénovée, elle a été rafraîchie et adaptée à la phase de relance, et aujourd'hui les montants ont été augmentés, le mode d'instruction des dossiers ont été modifiés, et c'est plus simple et plus fort et plus généreux. Donc sincèrement, là aussi, il faut inciter toutes les entreprises à ne pas hésiter à aller se renseigner, à nous appeler nous localement, à appeler les collectivités territoriales, à appeler le conseil régional qui vient de mettre en place d'ailleurs une ligne téléphonique dédiée pour les entreprises en difficulté, où elles peuvent trouver tous les conseils pour faire face à des difficultés. Vous avez aujourd'hui autour des compagnies consulaires, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, les mouvements patronaux, le CEVO naturellement, les collectivités intercommunales et puis le conseil régional en chef de file du développement économique. Une organisation qui est un ordre de marche et qui a eu le temps, malheureusement, on va dire ça comme ça, mais heureusement, de se tester depuis un an. Tout ce réseau fonctionne bien ensemble. Je dis, rien n'est jamais parfait, mais globalement, sincèrement, ça fonctionne bien. Et tous ces partenaires travaillent bien ensemble. Et les entreprises sont vraiment aujourd'hui, si elles le veulent, accompagnées dans ces projets. Et donc, je peux, en terminant, les inciter à regarder ces nouveaux dispositifs TPE, PME de la région, parce qu'ils sont parce qu'ils sont véritablement extrêmement intéressants. Absolument, on va en reparler très prochainement dans cette émission. Merci Jean-François Benon pour ce tour d'horizon à la fois des inquiétudes, mais surtout de ce qu'on peut faire pour rebondir et de toutes les aides possibles. C'était très important. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Madame Torchy il y a un instant. C'est vrai que moi je salue beaucoup ce travail qui est fait là autour des clubs protéines, parce que nous sommes nous sommes convaincus au CEVO depuis de nombreuses années. Le CEVO est une vieille maison. Nous, on a été créé en 1973, donc on a presque 50 ans. 50 ans de travail territorial sur ces questions de réseau d'entreprise. C'est vrai que, et on a nos apéritifs contacts qui fonctionnent tous les mois à l'heure du déjeuner depuis presque 30 ans. Donc on a pu tester, et ça ne se démode pas, étonnamment. Pour dire la formule est un peu vieillotte, oui, elle l'est sans doute dans le concept, mais en tous les cas, elle fonctionne. Et les gens ont toujours plaisir. Les dirigeants d'entreprise, c'est ça que je voulais dire, c'est que vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai, vous le savez. Mais on est très heureux, nous, de voir se structurer dans notre département tous ces réseaux qui viennent regrouper des dirigeants, parce que c'est le secret en réalité. Quand je reçois des dirigeants, j'en reçois beaucoup, quand ils me disent comment je peux faire pour développer mes affaires, c'est compliqué, la prospection commerciale, c'est pas facile quand on est tout seul derrière un téléphone, passer les barrages des secrétaires, arriver à avoir un dirigeant, prendre un rendez-vous, je m'épuise, je sais pas comment faire. Je leur dis immédiatement, attendez, la première chose à faire, est-ce que vous êtes déjà adhérente et vous participez à des réseaux? Pas vraiment. La première chose à faire, choisissez lequel, choisissez lesquels, mais la première chose qu'on vous conseille, c'est d'adhérer à des réseaux. C'est pas du tout la même façon de faire des affaires quand on est un dirigeant qui va s'adresser à d'autres dirigeants, quel que soit le milieu dans lequel on est, y compris d'ailleurs dans les mouvements patronaux, MEDEF ou ailleurs. Je veux dire, un dirigeant adhérent d'un mouvement patronal, c'est pas quelqu'un qui est en train de dire, monsieur, est-ce que vous accepteriez de regarder mon offre? C'est un dirigeant qui dit, voilà, qu'est-ce que tu fais toi, voilà ce que je fais moi. Voilà, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Et à partir de là, la relation est pas du tout la même. Et si on a, alors la règle, mais vous le savez mieux que moi, c'est d'être régulier. Il faut venir. Les réseaux, c'est pas tout d'adhérer. Il faut y venir. Mais quand on vient régulièrement à un réseau, voilà, si on vient à un réseau, au bout d'un moment, le contact se fait, on se connaît et les affaires se font naturellement. Ça se font naturellement. Donc le Val d'Oise, vous l'avez dit, mais très justement, Madame, c'est un département dans lequel les réseaux fonctionnent. Il y en a beaucoup. Alors il y en aura encore plus grâce à vous et on en est ravis. Mais il y a déjà, nous au CEVO, on a identifié, on a une liste qu'on met à jour en permanence. On va rajouter vos clubs évidemment, puisque j'ai entendu que vous allez en créer encore d'autres dans les mois qui viennent. On a 70 réseaux d'entreprises dans le Val d'Oise. Donc il y a le choix pour vos entrepreneurs. Énormément de choix. Et il y a de la demande, on le voit. Mais il y a de la demande. La preuve, c'est que ce qui me réjouit, si vous voulez, c'est qu'on pourrait dire avec 70 réseaux d'entreprises. Alors, dans les réseaux, je mets tout. Ça commence par les compagnies consulaires, ça va jusqu'aux réseaux territoriaux, par bassin d'emploi,
par filière, par technologie, enfin, tous ces clubs et réseaux qui existent, c'est 70, avec des présidents, des conseils d'administration qui se réunissent, des manifestations, etc. Vous allez venir compléter cette carte du Val d'Oise, on en est ravis, mais peu importe, ce qui est rassurant, c'est que malgré cette masse de clubs, vous réussissez encore à en créer d'autres. Mais oui, parce que le réseau n'est jamais concurrent. Finalement, le réseau correspond à un rythme que l'entrepreneur a envie d'avoir. Est-ce qu'on a envie d'y aller le matin? Est-ce qu'on a envie d'y aller le midi? Est-ce qu'une fois par mois, ça suffit ou une fois par semaine? En fait, c'est pas le réseau doit correspondre à l'envie de l'entrepreneur et qu'il ait plaisir à y aller, qu'il soit pas obligé d'y aller, mais qu'il y ait plaisir. C'est ça l'humain. Et c'est vrai que depuis le mois de janvier, on a repris les réunions en présentiel avec toutes les mesures, bien sûr. Mais les gens nous disent, mais quel bonheur, mais quel plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des humains et de partager en vrai. Et on comprend bien du coup qu'on est quand même des êtres humains et l'être humain, il est régi par des relations sociales, même si quelquefois on ne s'entend pas tous toujours, mais en tout cas c'est important de se rencontrer. Merci à tous les deux pour ces beaux échanges et ces beaux points. D'ailleurs, je rappelle que certaines entreprises font partie de plusieurs réseaux et plusieurs clubs. Ça doit être le cas de vos adhérents. On va tout de suite partir pour notre grand entretien avec Pascal Boniface qui reçoit aujourd'hui Pierre Conessa qui a écrit un livre, Avec Dieu, on ne discute pas. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Conessa. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu viens de publier ce nouveau livre, Avec Dieu, on ne discute pas, chez ton éditeur traditionnel, Robert Laffont, chez lequel tu as déjà une longue liste de publications. Donc Avec Dieu, on ne discute pas. Est-ce qu'on peut dire que maintenant on est revenu aux guerres de religion ? Moi, ce qui a motivé mon analyse, c'était un peu dans la suite de la fabrication de l'ennemi, c'est-à-dire nous, évidemment, sommes préoccupés par le salafisme djihadiste, mais on s'aperçoit bien que sur les autres lieux de la planète, il y a beaucoup de massacres à dimension religieuse, que ce soit celle au Myanmar ou les Rohingyas, qui sont des musulmans importés depuis l'Inde par la colonisation britannique, se sont retrouvés dans ce pays au moment de l'indépendance, apatrides, etc., etc., et puis toute la mécanique ensuite de l'exclusion. Or, le bouddhisme, pour nous, c'est Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Bon, donc on dit, tiens, oui, dans l'Inde Pacifique et voilà. Voilà. Bon, c'est ce pays. Bon, pareil pour l'hindouisme, où on s'aperçoit que quand Modi arrive au pouvoir, il commence par prendre des législations anti-musulmanes absolument fascinantes, dont une qui me laisse absolument béat, c'est le love jihad. Le love jihad, c'est une législation qu'a adoptée Modi, qui part du postulat que de jeunes musulmans sont mandatés pour séduire de jeunes filles hindouistes et ensuite de les convertir. Et donc la loi nouvelle autorise les parents à demander la dissolution du mariage. Donc je me suis dit, tiens, évidemment les évangéliques américains, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc grosso modo, ça revient à interdire les mariages interreligieux ou par exemple, rendre très difficile, quoi. Mais dans la plus grande démocratie du monde. Oui. Encore une fois, bon. Et un pays à réputation pacifique, le pays de Gandhi, etc. Pays à réputation pacifique, c'est-à-dire comme toutes les religions ont toujours été violentes dans leur temps passé, si vous voulez, évidemment, c'est la reconstruction mythologique qu'on fait nous après autour de ces philosophies orientales, où on va avoir, si tu veux, pareil. Il y a un moment qui a cristallisé ma réaction, mon analyse, c'est effectivement la charnière 2001-2002. Parce que sur toutes ces grandes aires religieuses, on a un certain nombre de prises de position, qui effectivement, pour le cas du World Trade Center, on voit quelle est la motivation de Ben Laden, c'est l'expression politique d'une espèce de radicalisme musulman qui va cibler sur les États-Unis, mais dont les origines sont en Arabie Saoudite. Donc ça pose un problème géopolitique grave pour la politique américaine. Mais simultanément, on a quelques mois avant les talibans qui vont détruire les Bouddhas de Bamiyan. Les Bouddhas de Bamiyan étaient un reste de l'époque de gloire bouddhiste, à l'époque où Bamiyan était un grand centre monastique bouddhiste, et ça va avoir des réactions au Myanmar. C'est-à-dire, c'est au Myanmar que tout à coup, le discours bouddhiste va se radicaliser et donc viser les musulmans. Et puis, on a comme ça, pareil, des déclarations d'un rabbin radical juif, dont j'ai oublié le nom, et qui disait « Il est hors de question de rétrocéder le moindre centimètre carré de la terre qui nous a été donnée par Dieu », ce qui est une posture de négociation en général autobloquante, quoi. Et donc, je me disais « Mais c'est intéressant que tous ces phénomènes se passent dans un laps de temps comme celui-là, parce que c'est pas à toi que je vais expliquer que
le principe même de la recherche académique, c'est d'être propriétaire d'un morceau de fromage et puis de dire aux autres, tu viens pas chez moi, je vais pas chez toi. Bon, le problème, c'est que comme moi, je n'ai aucun morceau de fromage, si ce n'est la volonté d'aller bouffer chez tous les autres, c'est de dire, mais c'est la comparaison qui peut nous amener à relativiser, à analyser différemment, etc. Et comme nous, évidemment, étions surtout préoccupés par le salafisme, par les attentats à Paris, etc., je me suis dit, est-ce véritablement le point focal autour duquel il faut construire la réflexion? Et c'est pour ça que j'ai sous-titré « Désislamiser le débat ». Oui. Et effectivement, dans sa préface, Farhad Khosrokhavar dit que tu as l'avantage, tu n'es pas un chercheur en sciences sociales, mais du coup, tu as l'avantage de décloisonner un peu la réflexion et d'aller sur différents points. C'est vrai, et Farhad est justement un type que j'admire beaucoup parce que d'abord c'est un homme de terrain. Moi, mon terrain c'était plutôt la classe politique, et donc j'étais plus quelques radicaux quand même. Oui, oui, mais j'avais plus l'habitude de voir comment se générer une décision politique par rapport à une réalité que quand j'étais à la délégation des affaires stratégiques, j'essayais de comprendre en rapport avec la recherche, mais on voyait bien comment une donnée, si tu veux, se déliter, soit dans le monde de la recherche, soit dans le processus qui amenait ensuite le politique à prendre une décision en se disant, oui, mais attention, il y a les municipales dans 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, donc mon terrain à moi, c'était plutôt celui-là, et c'était intéressant d'être à l'articulation des deux. Le travers que j'énonce sur la recherche, qui continue à sous-compartimenter tous les domaines en disant, attention, le véritable spécialiste, c'est lui. Et puis cette ambiance que tu connais, que heureusement je ne retrouve pas chez toi, c'est cette espèce de principe de l'invective, si tu veux, entre chercheurs. Tu sais, je vais pas citer 2 personnes célèbres qui passent leur temps à s'invectiver sur la question de l'islamisme, savoir si c'est le radicalisme qui s'est islamisé ou c'est l'islamisme qui s'est radicalisé, enfin bref, peu importe. Mais c'est un reste d'une époque. Par lesquels tu fais allusion à la querelle entre Olivier Roy et Gilles Kepel. Oui, on peut les appeler comme ça, oui. Effectivement. Je me dis, mais c'est fascinant. Et alors, par exemple, pour un bouquin que j'écris aujourd'hui, j'appelle Kepel, que je connais depuis une vingtaine d'années, 2 fois au téléphone, il me répond pas, et il m'avait dit, dans le temps, t'es une des rares personnes avec laquelle j'ai pas de contentieux à Paris. J'avais dit, c'est normal, on travaille pas sur les mêmes sujets. Bon. Et 2 coups de fil, il répond pas. Un mail, il répond pas. Je lui ai envoyé un mail en disant, Gilles, je suis désolé d'apprendre que je vienne de rallier la cohorte de tes ennemis parisiens, puisque je ne le savais pas, mais il paraît donc que si tu réponds pas, c'est que j'ai dû te causer un tort que je ne connais pas, mais j'assume. On est dans cette situation d'esprit où aujourd'hui le débat politique, le débat scientifique n'est pas un débat sur l'objet, c'est un débat sur les hommes. Bon. Et du côté de la classe politique, évidemment, il se passe un phénomène qui est le court terme par rapport au long terme, c'est-à-dire que le changement géopolitique majeur qui s'est passé après 91, après la disparition de l'URSS, c'est qu'il fallait avoir une espèce de réflexion planétaire, parce qu'on se disait, si on néglige une crise à tel endroit, il va y avoir les Russes qui vont arriver, ou inversement. Bon. À partir du moment où l'ennemi principal disparaît, on a 2 catégories, un monde utile, un monde inutile. Le cas paroxystique, c'est la Somalie. On commence à y intervenir pour des raisons humanitaires, puis quand les Américains perdent 17 GI, on se dit, oh, qu'est-ce qu'on a à faire de ces gens-là? Donc maintenant, plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Somalie. Ça veut dire qu'il y a un monde inutile. Bon. C'est un peu la thèse de Jean-Christophe Ruffin dans l'Empire et les Nouveaux Barbares. Oui, je me souviens plus, j'avais lu dans le temps, mais effectivement, ça m'étonne pas qu'il résonne aussi comme ça. Et donc, le politique, maintenant, même dans les démocraties, n'est plus, investi dans le long terme, parce qu'il se dit, mais si je déclenche une guerre, si je prends telle posture, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais perdre les prochaines élections? Bon, j'en ai un exemple très caractéristique. Je fais en 2014 un rapport qui a en particulier inspiré ce bouquin sur quelle politique de contre-radicalisation en France. Un rapport demandé par une fondation privée, bref. Je sors mon truc décembre 2014. Décembre 2014, il y a les fêtes qui approchent, il y a le municipal, enfin bref, pourquoi se préoccuper de ce genre de trucs, de sujets futiles. Janvier 2015, Charlie Hebdo, ensuite le Bataclan, etc. Donc je fais une vedette. Et je suis invité par la commission consultative des droits de l'homme à Matignon, qui me disent, vous êtes la seule personne à avoir fait un rapport sur ce sujet. Je dis non, c'est pas vrai, il y a un rapport qui a été commandé à un préfet, mais il a été classé secret défense, ce qui est quand même une drôle de manière d'ouvrir un débat public, tu vois. Bon. Et je leur ai dit, mais de toute façon, ne cherchez pas à vous le procurer, il n'y a rien dedans, c'est peut-être pour ça qu'il est classé secret défense. Et je me retrouve face à des gens qui sont des plantes en pot. C'est-à-dire, les gens me disaient, mais vous vous rendez compte, monsieur, les mesures qu'on est en train de prendre, etc., ils m'ont dit même, monsieur, avec les fonctions que vous avez occupées, on ne comprend pas votre position. J'ai dit, bah justement, c'est parce que j'ai occupé ces fonctions-là que je prends ces positions. Donc, si tu étais dans un débat qui est complètement codé, qui s'est recentré
sur le national, et ce qui fait que, évidemment, une grande partie de la querelle dont on parlait tout à l'heure est une querelle dont l'enjeu est strictement national et honorifique. Qui va être le conseiller du prince? Donc moi, ça m'intéresse pas. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est justement d'apporter dans ce débat une relativité en étudiant d'autres radicalismes religieux. Juste un mot de définition, parce que, première remarque, Nietzsche avait annoncé la mort de Dieu, manque de chance, comme on l'avait dit en 68, tu sais, Dieu est mort, et il y avait un type qui a répondu, Dieu est mort, signé Nietzsche, et un type qui avait écrit tagué dessous, Marx est mort, signé Dieu. Bon. Et effectivement, c'est plutôt ça qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis le 19e siècle, il y a une espèce de renouveau du religieux, mais ça tout le monde l'a constaté. Moi, ce qui me frappe, c'est la poussée des radicalismes. Qu'est-ce qui caractérise les radicalismes? C'est leur rapport à la violence. Si tu as des fondamentalismes, comme par exemple les Mormons, bon, ils font de mal à personne, ils sont au contraire plutôt même pacifistes par nature. Par contre, effectivement, dans toutes les religions sont apparues des grandes formes de légitimation de la violence à base théologique. Et ça, c'est la caractéristique qui m'a... Tu parles de reconstruction mythologique avec une mythification du passé et notamment un passé victimaire qui justifie le passage à la violence. Oui, parce que toutes ces grandes aires religieuses ont d'abord été traumatisées par le darwinisme. On ne mesure pas l'impact que ça a eu, on le mesure chez nous évidemment, mais rarement sur les autres religions. À partir du moment où un type commençait à expliquer que l'homme descendait du singe, ça remettait en question un certain nombre de principes théologiques de la création du monde. En plus, Cuvier, qui constitue sa collection d'êtres préhistoriques, si tu veux, ou même du quaternaire, on se dit, mais donc il y avait quelque chose avant l'homme. Et comme disaient des proches, qu'est-ce que faisait Dieu avant la création de l'homme? C'est quand même une question importante, tu vois. Bon. Et donc, on est dans cette situation où tout à coup, toutes les grandes mythologies religieuses sont déstabilisées par ça. Deuxième chose, il y a évidemment la colonisation, c'est-à-dire qu'on va avoir les droits de l'homme et la religion chrétienne imposés par la force, ou en tout cas imposés par le poids des armes. Et donc on va avoir à peu près dans toutes les grandes aires religieuses une espèce de réaction identitaire à base religieuse. Le monde qui nous surprend le plus, c'est celui, par exemple, des évangéliques américains. Tu sais qu'effectivement, aux États-Unis, débarquent les pères fondateurs sont des protestants pour chasser d'Europe, etc. Et donc ils considèrent que l'identité protestante, avec ses multiples écoles, est l'identité américaine. Et donc, ils ont régulièrement ce qu'ils appellent les revivals, c'est-à-dire des moments où tout à coup, il y a un sursaut du religieux et un espèce de retour identitaire. Et celui qui m'intéresserait le plus, c'est celui qui se passe à la fin du 19e, début du 20e, parce que commencent à arriver en masse des Espagnols, des Italiens et des Irlandais, c'est-à-dire des catholiques. Et à ce moment-là, le durcissement autour de l'identité protestante sur le fait que les catholiques ne sont pas bienvenus dans ce pays. Rappelle-toi que quand Kennedy est élu, tu te rends compte, c'est beaucoup plus tard, on dit, oh là là, quelle nouveauté, un catholique. Bon. Et donc, dans toutes les religions, il y a eu cette espèce de réaction qui a commencé par raconter un discours victimaire. Alors, pour les protestants, c'était relativement facile à construire. Ce qui m'a plus intéressé, c'est le discours des hindouistes. À la fin du 19e, il y a donc un type qui va vivre pratiquement jusqu'aux années 50, qui s'appelle Savarkar, qui écrit un bouquin qui va être extrêmement important dans les années 10 et les années 20, qui s'appelle Who is Hindu? C'est-à-dire qui a légitimité à être indien encore sous colonisation. Et donc, il va progressivement créer un parti de jeunes, exactement comme les jeunesses fascistes, si tu veux. Il va créer un parti politique. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est politiquement opposé à Gandhi parce qu'il considère que on ne peut pas accepter que le Pakistan devienne indépendant. Parce que dans sa géopolitique, et dont vous pouvez remontrer une carte avec les cartes que je vous ai amenées, celle qui est aujourd'hui encore sur le site du BJP, du parti au pouvoir, ça inclut l'Afghanistan, le Pakistan, évidemment le sous-continent, mais aussi la Birmanie. Bon, donc on se dit, ce type avait une géopolitique qui évidemment, dans le cadre de la décolonisation, s'opposait à la création du Pakistan, chose que Gandhi va accepter. Et Gandhi est assassiné par un disciple de Savarkar. Donc quelqu'un qui, exactement, caractéristique classique chez les radicalismes religieux, l'ennemi, c'est celui qui est de la même religion et qui est un traître à la cause. On va le connaître avec d'autres moments, avec les accords de paix de Camp David, où tu as Sadat et Rabin qui sont assassinés chacun par un radical de leur propre camp. Et donc, on est dans cette situation où on construit un discours victimaire. Par exemple, pour rester sur le cadre de Savarkar, il explique que les 7 siècles de domination musulmane, notamment les Moghols, ont tué plus de 100 millions d'Indiens. On est très loin de la Shoah. Mais la mythologie, à force d'être répétée, devient un fait. Elle n'a jamais été étayée sur quoi que ce soit, mais ça fait rien, c'est un fait constructif de la victimologie, et donc la violence contre les musulmans est une violence légitime.
pareil dans d'autres endroits, si tu veux, où tu vas avoir avec les bouddhistes, encore une fois, l'idée que les musulmans... Mais est-ce qu'on peut ramener toutes les violences que tu écris à un moment donné que, par exemple, qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse religieuse dans notamment la querelle sunnite-chiite, aussi bien en Afghanistan, en Syrie, en Irak, bien sûr, mais deux questions par rapport à ça. Pourquoi il y a cette radicalisation qui n'existait pas auparavant? La différence sunnite-chiite, elle existe depuis longtemps. Il n'y avait pas autant de violence. Et on a aussi d'autres exemples de violences qui ne sont pas liées à cette division. Par exemple, Lieberman en Israël n'est pas un pacifiste, mais il est parfaitement laïque. Et on pourrait citer par exemple au Haut-Karabakh, finalement l'Iran est plutôt du côté de l'Arménie, bien que l'Arménie soit chrétienne et l'Iran chiite. Donc voilà deux questions. Pourquoi plus de violence aujourd'hui qu'il y a quelques années? Et est-ce que cette grille de lecture de violence, j'entends que on a trop longtemps sous-estimé le facteur religieux, notamment comme tu l'expliques, du fait notamment au début du XXe siècle. Est-ce que maintenant on ne surestime pas? Écoute, de toute façon, tu sais bien que, la géopolitique est une espèce de système, en tranche napolitaine, c'est-à-dire que tu as des conflits traditionnels qui se pérennisent, des conflits nouveaux qui apparaissent, etc. Bon, moi j'ai évidemment focalisé l'explication autour de la question du radicalisme religieux parce que je lisais très souvent que la religion était instrumentalisée par le politique, et moi j'arrive à la conclusion contraire. Je trouve que c'est la religion qui instrumentalise le politique aujourd'hui. Et comme on a considéré dans une vieille tradition sociologique du 19e siècle que la religion était un phénomène résiduel, qui était le résultat des conditions sociales, économiques, etc., on est parti sur l'idée que tous les salafistes qui pouvaient faire commettre des attentats ne pouvaient être que des types de banlieue, tu vois. Or, le 11 septembre, c'est 15 Saoudiens qui avaient aucun problème de niveau de vie, tu vois. Donc, on était dans des problématiques dans lesquelles le religieux était une conséquence induite. Moi, ce qui m'a frappé, encore une fois, par la comparaison internationale, c'est le fait que le religieux a une dimension qui est reconnue, d'ailleurs c'était ce que disait Kant, qui a sa propre logique, et que, bref, il faut reprendre une partie de notre argumentaire. Ça ne veut pas dire que j'explique toutes les crises de la planète, mais enfin, quand tu vois qu'à Anderlecht, tu vas avoir un sunnite qui va attaquer la mosquée chiite d'Anderlecht parce qu'il veut venger ses camarades sunnites qui sont poursuivis par Bachar el-Assad alaouite, je me dis qu'il vaut peut-être mieux qu'on s'en préoccupe, mais sous cette dimension-là. Et pourquoi notamment ce clivage chiite-sunnite, mais tu cites d'autres radicalismes, pourquoi l'hindouisme est plus radicalisé aujourd'hui qu'auparavant? Pourquoi le clivage sunnite-chiite est plus violent qu'auparavant, alors qu'il existe depuis longtemps? Qu'est-ce qui a amené du fondamentalisme? Tu citais l'exemple des Mormons. Comment expliquer que des religions fondamentalistes deviennent violentes? Écoute, pour le cas particulier des sunnites chiites, grosso modo, l'Iran devient la puissance chiite au XVIIe, XVIIIe siècle avec les Safavides. À ce moment-là, effectivement, ils vont vouloir se différencier parce qu'ils sont iraniens, ils sont pas arabes. C'est difficile à intégrer, mais c'est quand même une dimension essentielle. Et donc, ils vont devenir les champions de l'identité chiite. Pardon. Bon, ouais. Mais surtout, ce qui va être le grand traumatisme... En fait, au départ, c'est un projet presque national aussi. Ah bah oui, absolument, oui, c'est ça. C'est pour ça que l'articulation du religieux et du politique est une question fondamentale, parce que tu te demandes si c'est effectivement le fait premier, c'est le nationalisme qui va se trouver une forme religieuse, ou si c'est l'affirmation religieuse qui va créer l'identité. Bon. Et donc, sans remonter si loin, si tu veux, l'année traumatique, pour tout le monde, c'est 1979. Pourquoi? Parce que il va y avoir... la révolution iranienne en février, c'est-à-dire tout à coup, les chiites, et avec l'ayatollah Khomeini, se proclament les défenseurs de l'islam. Alors ça, c'est gênant pour les Saoudiens, tu sais, ils sont de l'autre côté de la mer, enfin bref. Et en plus, ils réclament quelque chose qui est par nature une injure aux Saoudiens, c'est qu'ils demandent une gestion collective des lieux saints, par tous les musulmans, y compris les chiites. Bon. Deuxième phénomène, il y a l'occupation de la Grande Mosquée. L'occupation de la Grande Mosquée... La même année, oui, absolument. Et l'occupation de la Grande Mosquée n'est pas le fait de laïcs saoudiens, c'est le fait d'élèves du grand moufti qui s'appelle Ibn Baz, qui sortent de ces écoles et qui considèrent, et en affirmant que les Saouds ne sont pas des descendants du prophète, et donc il faut reprendre la légitimité politique. Bon. Alors il y a un phénomène qui est assez drôle parce que donc les occupants, je crois qu'ils sont 19 qui occupent la grande mosquée pendant le pèlerinage, enfin ils occupent les 4 tours, ils tirent sur la foule, etc. Ça crée un phénomène absolument incroyable de panique de foule, etc. Mais le régime est bloqué par le fait que comme c'est un lieu de pèlerinage, normalement l'usage de la force est interdit. Donc il faut pouvoir faire intervenir les forces spéciales saoudiennes. Bon, tout un coup ils se font gonfler, mais enfin bref, peu importe.
mais il lui faut une légitimité religieuse. Donc il va s'adresser à la hiérarchie religieuse wahhabite, qui a quand même quelques intérêts liés avec le régime, et qui disent, mais ces gens-là occupent la grande mosquée en prétendant que le Messie est de retour puisqu'il fait partie de l'équipe. Alors les religieux doivent donner une réponse théologique qui arrive à justifier la violence. Alors ils disent, oui, c'est vrai que le prophète avait dit que le Messie reviendrait sur terre, mais le Messie reviendrait pour pourchasser les régimes impies et corrompus. Or, l'Arabie Saoudite n'est ni un régime impie ni corrompu, donc c'est pas le Messie. Si c'est pas le Messie, on peut y aller. Et donc ils vont mandater en particulier, tu sais, le GIGN, parce qu'il leur manque de savoir-faire, pour aller dégager la grande mosquée. Mais ça, c'est un choc. Parce que ça veut dire qu'à l'intérieur même du système saoudien, tu avais des types qui étaient en mesure non seulement d'aller vers ce radicalisme, mais en plus de contester la dynastie de Saoud. Et troisième épisode de 79, c'est l'invasion soviétique en Afghanistan. Ça va permettre d'expulser tous ces jeunes gens turbulents, puisque pendant longtemps, les Saoudiens vont être le plus gros contingent de combattants étrangers. Donc, si tu veux, ce paysage-là est un véritable, choc, évidemment, pour l'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs pour l'Iran. À avoir cette espèce de durcissement, par exemple, des postures, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand il y a la révolution iranienne, en particulier, les chiites en Arabie Saoudite qui sont sur la côte Est, c'est-à-dire malheureusement pour eux sur les zones pétrolières, si tu veux, et qui commencent à bouger, ça inquiète terriblement les Saoudiens. Bon. Et donc, tu vas avoir progressivement cette fissure qui va se créer. Tu vas avoir aussi le fait que la guerre Iran-Irak est une guerre qui fondamentalement va se marquer comme la défense des pays sunnites contre l'Iran chiite, alors que c'est Saddam Hussein qui est en fait la puissance agressive. Mais nous, sans se préoccuper uniquement aucunement de la situation, on va soutenir Saddam Hussein puisque, paraît-il, c'est un moderniste. Et donc tous ces phénomènes-là on lui livre du matériel militaire. Oui, le problème c'est qu'on lui a livré à crédit, si tu veux. Bon, ça, donc parce que ce qui était rigolo, c'est qu'on lui livrait du matériel pour qu'il gagne la guerre, mais comme il risquait de perdre la guerre, s'il perdait la guerre, on perdait plein de pognon, donc il fallait lui livrer d'autres matériel. Bon. Et on va donc lui livrer du matériel qui était normalement dans l'armée française. Donc si tu veux, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que l'analyse politique du moment ne partait pas d'une espèce d'analyse locale. Après tout, la révolution iranienne était une révolution populaire. On en pense qu'on en veut sur le message politique. Mais enfin, bon. Et donc tous ces phénomènes-là vont créer cette espèce de fossé entre sunnites et chiites, et qui va ensuite se manifester dans différents théâtres d'opération par cette radicalisation. Par exemple, quand le Royaume d'Arabie Saoudite pose sa charte constitutionnelle, il est écrit explicitement que la mission de l'État saoudien, c'est de propager l'islam, mais l'islam version wahhabite, évidemment pas. Bon. Or, pour les wahhabites, les chiites, c'est des traîtres. Donc, cette gradation sur les bons croyants et les mauvais croyants, tu la retrouves dans beaucoup de ces radicalismes. Par exemple, en Israël. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui considèrent que un juif libéral, si tu veux, est un mauvais juif. Un traître. Hein? Un traître. Un traître, absolument, oui. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que, paradoxalement, dans ces radicalismes, l'ennemi premier, c'est d'abord le mauvais croyant. Après, ça va dégrader, tu vas avoir les femmes, tu vas avoir les occidentaux. Et comment expliquer cette montée, non seulement une fois encore du radicalisme, mais de la forme violente du radicalisme, le fait que l'on veuille éliminer à la fois le plus proche et l'adversaire, celui qui ne partage pas ta foi et celui qui est censé la partager, mais qui n'est pas sur le même bord politique? Je crois que c'est une somme d'évolution. Par exemple, la colonisation va arriver avec ses pères blancs, avec ses missionnaires, etc., etc. Bon. Dans ce débat où, encore une fois, nous, on a eu l'habitude de négliger le politique. Par exemple, à la fin du bouquin, je cite un recensement qui a été fait aux États-Unis sur plusieurs revues scientifiques entre 1995 et 2000, je crois, et sur les quelques milliers d'articles, il n'y en avait que 6 qui traitaient des questions religieuses. C'est-à-dire que nous considérions que, si tu veux, la question religieuse, c'était une question seconde qui méritait pas en tant que telle de comprendre l'évolution qui était en train de se passer. Bon. Et donc, si tu mélanges la colonisation, pour lequel la résistance s'est aussi assimilée à une identité religieuse. Dans le FLN en Algérie, tu avais évidemment des modernismes, mais tu avais aussi le renforcement de cette identité religieuse. Tu vas le retrouver aussi en Inde, encore une fois avec cette opposition Gandhi-Savarkar, mais on va le retrouver à peu près partout, et y compris, je te dis, chez les évangéliques, qui vont considérer que l'arrivée de ces catholiques est une menace pour l'identité américaine. Bon. Et donc, ceci conjugué à la fois à des postures impérialistes. Par exemple, les Américains,
Il y a toute une école géopolitique qui considère que les États-Unis ont été créés autour du principe de la destinée manifeste, que tu connais, c'est-à-dire les Américains sont là pour apporter la démocratie et le bien dans le monde. Alors ils commencent par massacrer les Indiens, parce que ceux-là, ils occupaient un peu d'espace, mais tout ça autour de l'idée de la destinée manifeste. Et puis ensuite, ça va s'exporter vers l'Amérique latine, etc. Le tout devenant une espèce de véhicule qui, encore une fois, va imposer le mode de vie américain, c'est-à-dire en particulier aussi l'identité religieuse. Aujourd'hui en France, par exemple, tu as plus de conversions vers l'évangélisme que vers l'islam. Ouais. Mais bon, c'est l'islam qui fait peur. Ouais. Alors, pareil en Afrique, si tu veux. Ce qui est intéressant en Afrique, et en Amérique latine aussi. Et en Amérique latine, ouais. Dans ce paysage, puisqu'on arrive malheureusement au terme de l'entretien, comment tu situes la Chine? Parce qu'elle est perçue quand même par beaucoup comme non seulement le pays qui monte en puissance et donc qui fait peur. Comment tu articules la perception d'une menace chinoise et la perception de la question religieuse? Moi, je crois qu'on est capable de créer de la menace un peu partout. Hein. C'est pas un problème. Je rappelle donc la construction de l'ennemi qui était ton avant-dernier bouquin. Ouais, mon idée, c'était effectivement que j'en suis toujours d'ailleurs à m'interroger pour me demander pourquoi c'est Poutine notre ami principal et pas l'Arabie Saoudite. Mais enfin bon, comme j'obtiens pas de réponse, j'arrête de poser la question. Donc, on est capable de créer, encore une fois, des ennemis qui sont une espèce d'articulation de notre identité propre, de notre passé ou du passé de l'autre, etc. Plus toute une mécanique qui ensuite va se greffer là-dessus. L'exemple, si tu veux, le plus caractéristique, c'est celui des néoconservateurs américains qui sont actuellement au pouvoir, mais qui sont très puissants aussi dans le système français, pour expliquer que l'avenir de la France se fait dans le sillage des Américains. La dernière décision gaulliste, c'était Chirac refusant d'aller en Irak. Or, tu as vu le succès du suivi américain en Irak, en Syrie, les attentats, etc. etc. Donc, tu te dis, est-ce que la géopolitique ou l'analyse stratégique est une étude de rationalité partant d'une crise, ou est-ce qu'elle est au contraire une espèce de débat interne à la capitale et dans le monde des grandes puissances, pour se dire, si les Anglais font ci et nous on fait ça, ça va être, peu importe que ce soit en Birmanie ou ailleurs, tu vois, c'est un espèce de terme de comparaison entre grandes puissances. Mais le problème, c'est que les autres sont pas au courant, si tu veux, que c'est les grandes puissances qui doivent faire la planète. Et donc, tu as eu partout des retours identitaires. Ben, on le voit évidemment dans le monde arabe et dans le monde arabo-musulman. Prenons le cas de la révolution iranienne. La révolution iranienne, l'histoire iranienne, c'est quelques dates importantes. 1953, le régime de Mossadegh nationalise le pétrole, donc immédiatement coup d'État organisé par les Britanniques et les Américains. Alors que nationaliser le pétrole, 20 ans plus tard, on a vu que ça posait plus trop de problèmes. Mais là, à l'époque, c'était très dangereux. Donc, coup d'État et installation d'un régime qui est le régime du Shah, qui avait une police politique qui s'appelait Savak, qui enlevait les mecs, qui les faisait disparaître, qui les assassinait à l'étranger. Et puis, évidemment, redistribution de la carte pétrolière, où cette fois, ce sont les Américains qui prennent la grosse part et les Britanniques la part minoritaire. Bref. 25 ans de dictature du Shah. C'était un moderniste, donc si tu veux, les femmes étaient libérées, etc. Et pour nous, d'être moderniste, ça suffisait comme analyse politique. Le fait que ce soit un régime corrompu, qui sont entourés par des mecs qui faisaient du trafic de drogue, etc. Si tu veux, encore une fois, il fallait pas tout mélanger. Bon. Et donc, au bout du compte, moi j'étais allé plusieurs fois en Iran à cette époque-là, le fait qu'on puisse avoir une révolution populaire qui s'est manifestée par le soutien à Khomeini, etc., c'était quand même quelque chose qui méritait d'être pris en compte. Rappelle-toi que quand on ramène Khomeini dans l'avion d'Air France, j'en parlais avec des mecs à l'époque, ils me disaient, nous, tout ce qu'on craignait, c'était que, si tu veux, on tire un missile sur l'avion d'Air France transportant Khomeini, parce qu'à ce moment-là, on aurait beaucoup de mal à expliquer qu'on l'avait protégé avant, et puis tout à coup, là, bref, ils sont tout contents d'atterrir à Téhéran, il y a 1 million de personnes qui accueillent Khomeini. Donc on est dans une situation où tous les critères de choix en se disant mais est-ce que la modernité c'était ce qui est en train de se passer ou est-ce que la modernité c'est le régime du Shah. Mais c'est pas grave, on s'est même pas posé la question. Saddam Hussein a fait faire un tour de Paris à ses équipes pour leur dire écoutez j'ai l'intention d'attaquer l'Iran, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Alors le discours de Khomeini qui était effectivement maintenant ça va être le triomphe de l'islam partout dans le monde, c'était pas fait non plus pour calmer les esprits, ça il faut bien le reconnaître. Et puis les exécutions et puis tout ça. Bon, on y va, on va le soutenir. Mais au bout du compte, tu t'aperçois que ça a été une véritable catastrophe, que pour l'Iran, c'est un facteur identitaire important, 800 000 morts pour une guerre qui a duré 8 ans, c'est-à-dire 2 fois la guerre de 14. Il n'y a pas une famille iranienne qui n'ait perdu quelqu'un à l'époque. Le désarmement des Iraniens était tel qu'ils envoyaient, tu sais, les Bassidj, les jeunes types désarmés sur les champs de mines pour faire sauter les mines pour qu'ensuite les combattants passent. Quand tu racontes ce martyrologue en Iran, les gens savent de quoi tu parles. Mais si tu dis, ah non, mais Khomeini, ce qui se passait à Téhéran, les déclarations, les enlèvements, etc.,
tu ne prends pas en compte la dimension de l'autre. Et c'est ça qui me gêne toujours, si tu veux, parce que cette espèce d'assurance qui nous occupe, nous, occidentaux et particulièrement français, c'est qu'on sait que la Terre est plate et qu'on est le centre du monde, et donc c'est les autres qui doivent comprendre qu'ils sont à la périphérie, tu vois. On va en terminer là-dessus. Merci Pierre. Je renvoie donc à la lecture de ton livre « Avec Dieu, on ne discute pas. Les radicalismes religieux, désislamiser le débat ». Et ça vient tout juste de sortir aux éditions Robert Laffont. Juste une petite anecdote parce que c'est la dernière que je trouve la plus belle. Donc il y a un téléprédicateur saoudien là qui a dit le prophète n'aimait pas les souris. C'était une société nomade, c'est les souris, c'est les rongeurs qui bouffent les raisins. Or, Mickey Mouse est une souris, et Mickey Mouse est une souris américaine qui est destinée à pervertir la jeunesse saoudienne, donc il faut interdire les dessins animés de Mickey Mouse. Voilà. Merci. Florence Sueur au micro, au bar de l'économie, aujourd'hui accompagné de Jean-François Benon, le directeur général du comité d'expansion économique du Val d'Oise, de Catherine Torchy, la déléguée départementale des clubs d'affaires protéines, et on remercie bien sûr Pascal Boniface qui a reçu Pierre Conessa pour son livre « Avec Dieu, on ne discute pas ». On vous retrouve bien sûr dès demain, et dès demain ce sera Dominique Flora à ce micro. La chronique santé a été réalisée par Jean-Claude Durousseau. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao. Je vous embrasse. À demain.